Salut tout le monde, c'est Zach. On continue notre création de personnage, le fameux magicien de niveau 1. Et on arrive petit à petit à la fin, hein, mine de rien. On arrive à l'équipement du personnage. Alors pour cela, moi je mets à disposition mes personnages sur mon Google Drive un fichier Excel qui possède ce que j'appelle des sacs à dos d'aventurier, c'est-à-dire c'est une proposition d'équipement, on va dire, typique qu'un aventurier de telle ou telle classe aimerait avoir. Du coup, ça permet à la personne qui souhaite prendre son sac à dos, voilà, de rapidement mettre sur ses feuilles de personnage tous ces objets-là qui peuvent lui être utiles. Et en plus, du coup, je lui fais cadeau des pièces d'argent et des pièces de bronze du coup de l'ensemble du package, donc ça lui fait une petite réduction. Mais de façon plus générale, s'il souhaite ajouter un à un des objets à son équipement, ce qui d'habitude est le fonctionnement de base, eh bien il peut le faire, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce qu'on va faire, on va ajouter des objets à notre équipement. On va pas forcément tout faire, mais on va passer en revue ce qui est disponible. Donc sur notre site internet, nous avons l'étape de l'équipement, qui consiste à effectivement à acheter un certain nombre de choses. Donc j'ai ouvert dans un autre onglet bien sûr la page d'accueil du wiki Pathfinder JDR, et ici on a la partie sur l'équipement. Donc il y a des sous-parties qui parlent du poids transportable, d'argent et richesse, où vous avez la valeur moyenne d'argent de chaque classe, mais elle est aussi indiquée donc dans les classes en question. On a vu que pour le magicien c'est 70 pièces d'or, on va le garder en tête, hein, on va s'en servir. Et on a les armes, les armures, les matériaux spéciaux, les marchandises, les services et les objets alchimiques. Et on peut étendre tous ces éléments-là pour voir tout ce qui est disponible. Donc tout ce qui est là, ce sont des objets pardon, non magiques que l'on peut acquérir. Et il faut savoir que potentiellement, mais bon, au niveau 1 c'est très rare, on a la possibilité, si jamais on a assez d'argent, d'acquérir des objets magiques. Pour le coup, avec 70 pièces d'or, non. Éventuellement peut-être une potion ou un parchemin, on y viendra après. Donc moi, en tant que magicien, déjà il y a un truc qui m'arrange, c'est que j'ai pas besoin d'armure, donc j'ai pas besoin de payer une somme importante pour des armures. Mais on va quand même regarder, et on va faire comme si on était guerrier dans un premier temps pour montrer comment ça se passe pour les armures. Donc je vais rentrer dans la catégorie des armures. Et je rappelle, vous voyez, je vous montre ici, vous avez de nouveau toutes les catégories qui sont proposées pour pouvoir changer rapidement de catégorie d'équipement. Donc les armures sont définies par trois catégories: les armures légères, les armures intermédiaires, les armures lourdes. Pour ce qui est des armures, il y en a beaucoup, mais les armures de base sont celles qui n'ont pas d'initiale dans les sources ici, c'est-à-dire l'armure du cuir clouté, l'armure matelassée, la chemise de maille, ça c'est pour les armures légères. Ici on a l'armure d'écaille, l'armure de peau, la cotte de maille et la cuirasse. Et ici on a l'armure de plaque, le clivagnon, la crevisse et le harnois. Voilà, les autres sont des armures supplémentaires que par défaut je n'utilise pas. Encore plus pour une autre raison, c'est que sur mon Google Drive que je mets à disposition à mes joueurs, j'ai une règle maison, j'ai mon fichier des règles maison, et parmi les règles maison, il y a on va dire une autre vision des armures, dans le sens où, sans pour autant aller trop dans le réalisme, même si j'aurais bien aimé, mais bon, il faut garder quand même le corpus de règles de base du jeu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allégé le poids de toutes les armures très légèrement, genre 2,5 kg par-ci, 2,5 kg par-là, pour des fois même moins, pour que ce soit un peu plus réaliste, parce qu'on a tendance à penser que tout était lourd, mais que ce soit les armes ou les armures, mais c'était pas forcément si lourd que ça, à part vraiment pour les harnois, les armures de plaque vraiment d'importance. Et j'ai changé quelques noms d'armures. Par exemple, l'armure de cuir clouté, ça n'a jamais existé. C'est une invention purement Heroic Fantasy. Ça n'existe pas une armure avec des rivets ou des clous dessus plantés comme ça. C'est plutôt une armure de cuir bouilli. Et encore, le fait de bouillir les armures, c'est quelque chose qui historiquement est réfuté par pas mal de scientifiques. Donc on devrait plutôt parler d'armure de cuir durcie.
un ou plusieurs procédés divers et variés de durcissement du cuir, mais en tout cas voilà, c'est une armure de cuir durci, sur laquelle on peut éventuellement mettre des rivets, mais juste mettre des rivets pour mettre des rivets, ça protège rien. Les armures de cuir clouté en fait sont un dérivé des brigandines. Les brigandines, c'est des armures en fait qui ont un revêtement effectivement matelassé ou de cuir qui est visible. Et en fait, il y a des rivets dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, en dessous de l'armure, entre votre tunique rembourrée généralement, et votre matelassage ou votre cuir, en fait, sur la paroi interne de cette armure de cuir ou de matelassage, a été rifté des petites plaques de métal, les mis les unes à côté des autres pour faire une sorte de quadrillage de métal, un peu comme une armure d'écaille mais interne, d'une certaine manière on pourrait dire. Et voilà, ces petites écailles de métal qui sont légèrement superposées les unes aux autres forment une protection discrète, puisqu'on ne voit pas forcément le métal qui nous protège. Il y a juste les petits rivets ou les petites coutures des fois. C'était pas toujours des rivets, des fois c'était les pièces de métal étaient percées et il y avait des lassages qui passaient pour faire tenir tout ça. Et bien ces armures là voilà, étaient, au niveau du métal étaient discrets et ça permettait aussi que sur la partie donc cuir ou tissu d'avoir un plastron décoré avec les armoiries, avec voilà, des dessins, des machins, des couleurs. Même si souvent par-dessus on avait une espèce je sais plus, j'ai plus le mot en tête, mais voilà, une espèce d'élément qu'on enfilait par le cou et qui permettait comme un tabard, voilà, qui permettait d'avoir les couleurs de son pays, de sa région, de son comté, ou l'héraldique, tout simplement, voilà, le symbole, le blason. Mais je digresse. Voilà, ça c'était la brigandine. Et il y a également la brigandine qui est comment dire, une armure particulière parmi ce qu'on appelle les armures lamellaires. Il y a également un autre type d'armure lamellaire qui est en fait que les plaques de métal dont on a parlé, ou les protections, qui peuvent être autre chose que du métal des fois, sont à l'extérieur cette fois-ci, non pas à l'intérieur. Donc du coup, bon, elles sont apparentes. Et là, un très bon exemple que vous connaîtrez tous, on appelle ça plutôt les armures laminaires, celle où c'est apparent, parce que généralement quand c'est pour les armures apparentes, c'est plutôt des bandes de métal verticales. Là où pour les armures de type brigandine, c'était des plaques à l'intérieur qui étaient plutôt verticales. Donc là, les plaques plutôt horizontales pour les armures laminaires, c'est les armures, par exemple, de l'Empire romain, qui avaient des lames de métal comme ça, horizontales. Et les très connues armures de samouraï, qui, que ce soit en métal ou en d'autres matériaux, étaient voilà, des plaques comme ça, horizontales, avec du tressage qui permettait de les lier les unes à côté des autres. Voilà, je continue à digresser, hein, excusez-moi pour ce petit aparté, on va revenir tout de suite à la technique. Donc, pour résumer, dans mon fichier sur les règles maison que je masterise, eh bien, il y a des armures dont le nom a évolué, certaines ont disparu et d'autres ont été créées, et grosso modo, elles ont toutes été allégées, et également donc certaines valeurs, que ce soit en prix ou dans les valeurs qui suivent, ont été modifiées pour certaines d'entre elles. Bref. On va passer sous silence maintenant ce point-là, on va rester sur ce tableau qui est le tableau des armures de base. Il sera totalement faisable pour les joueurs qui participeront à mes parties de lire la même chose sur le fichier Word partagé sur Google Drive, puisque les tableaux possèdent les mêmes informations, avec les valeurs à jour. Donc, 3 catégories d'armures, comme je disais, les armures légères, intermédiaires et lourdes. Quand on est en armure légère, ça ne gêne pas votre vitesse de déplacement. On voit qu'au niveau de la... on voit qu'au niveau de la colonne vitesse, si votre vitesse de base elle est de 9 mètres, c'est-à-dire 6 cases, vous restez à 9 mètres. Si votre vitesse de déplacement, comme un nain, un gnome ou un halfling, elle est de 6 mètres, vous restez à 6 mètres. Voilà, ça c'est pour les armures légères. Par contre, les armures intermédiaires, comme vous pouvez le constater, on passe à une vitesse moindre. Parce que ce sont des armures dites encombrantes.
Un autre point de règle à propos de l'encombrement, c'est le poids justement. Votre personnage, en tant qu'aventurier, va avoir son armure, ses armes, son sac à dos, tout ce qu'il y a dans le sac à dos, ce qui est accroché à sa ceinture, etc. Tout ça, ça a du poids. Et lorsqu'on fait le calcul du poids, qui est semi-automatisé dans la feuille de personnage, si jamais votre poids dépasse un certain palier qui dépend de votre force, on y viendra tout à l'heure, eh bien, vous allez être ralenti. C'est-à-dire que si jamais vous portez une armure légère, mais que l'ensemble de ce que vous transportez vous fait dépasser le palier, bah vous serez quand même ralenti comme si vous portiez une armure intermédiaire ou lourde. Un autre élément, c'est le malus d'armure au test. Lorsque vous dépassez un palier de poids qui vous affecte, vous avez un malus d'armure au test, en plus du malus d'armure au test que peut vous imposer une armure ou un bouclier. Car oui, j'ai oublié de le dire, il y a armure légère, il y a armure intermédiaire, il y a armure lourde, il y a aussi les boucliers. Donc on va lire les autres colonnes du tableau pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on a vu la vitesse et le poids. Première chose, le prix. C'est simple, c'est le nombre de pièces d'or que vous devez dépenser pour acquérir cette armure. Le bonus d'armure, ou de bouclier, puisque les boucliers, ils ont un bonus de bouclier. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Sur votre feuille de personnage, vous avez un élément qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle la classe d'armure. La classe d'armure, c'est le deuxième moyen de se défendre. On avait vu dans la vidéo sur la classe que on avait un moyen de se défendre qui était les jets de réflexe, de vigueur et de volonté, pour se défendre sur certains cas particuliers. Un autre moyen de se défendre, et qui sera souvent utilisé, c'est la classe d'armure. Ça permet de se défendre contre les attaques physiques, que ce soit des attaques de corps à corps ou des attaques à distance. Ça permet pas de se défendre contre les attaques magiques, puisque lorsqu'un magicien ou un tout autre lanceur de sort a besoin de vous toucher avec un sort, il va faire certes un jet de contact à distance ou un jet de contact au corps à corps, donc, mais comme son indique, c'est de contact, c'est-à-dire que votre bonus d'armure, de bouclier ou de bouclier ne comptera pas, parce qu'il a juste besoin de vous toucher, donc s'il touche votre armure, c'est bon, son sort va vous toucher. Donc voilà, donc votre bonus d'armure et votre bonus de bouclier vous aident à vous défendre contre les attaques physiques, et non pas les attaques magiques. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la distinction entre bonus d'armure et bonus de bouclier? Ben, c'est parce que la classe d'armure est définie par un certain nombre de bonus qui se cumulent. De base, votre classe d'armure elle est de 10. Et ensuite après, on a un cumul de plusieurs différents bonus pour déterminer votre classe d'armure finale, qui par exemple pourrait être 17 ou 23 en fonction de l'ajout des différents bonus que vous avez. Et c'est cette valeur-là que votre adversaire devra atteindre ou dépasser avec son jet d'attaque physique, que ce soit un coup de marteau ou d'épée au corps à corps, ou un tir à distance avec un javelot ou une arbalète par exemple. Donc ces bonus-là on les ajoute pour déterminer la classe d'armure. Le bonus de dextérité maximale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça détermine, on va dire, l'aisance à se mouvoir avec cette armure sur le dos. Rappelez-vous, notre personnage, magicien, a 14 en dextérité, donc un bonus de plus 2 en dextérité. Et bien, si jamais je porte une armure dont le bonus de dextérité maximale est inférieur à mon bonus de dextérité, bah, je pourrais pas me servir de la totalité de mon bonus de dextérité. Un exemple, en imaginant que mon personnage porte un harnois, qui est l'armure la plus lourde du jeu et qui protège le plus, puisqu'elle donne plus 9 à la classe d'armure, elle n'autorise cependant qu'un bonus de plus 1 à la dextérité. Donc ça veut dire que j'ai un bonus de plus 2 en dextérité, mais je peux finalement en garder que plus 1 pour ce qui est de ma classe d'armure. Car oui, le bonus de dextérité, en plus de servir pour des jets d'attaque, pour des jets de sauvegarde, pour des compétences, il détermine aussi votre capacité à esquiver les coups, donc il rentre en ligne de compte, votre bonus de dextérité, dans le calcul de la classe d'armure, la CA. Ce qui veut dire que quelqu'un de très agile, qui a par exemple un bonus de plus 4 en dextérité, et qui porte une armure de cuir durci, eh bien il a un bonus de plus 3 pour l'armure et un bonus de plus 4 grâce à la dextérité, et elle est compatible puisqu'on voit ici que le bonus maximum c'est plus 5, donc comme il a plus 4 ça marche. Donc 10 plus 3 plus 4, ça veut dire qu'il a 17 en classe d'armure, juste de par sa dextérité et l'armure de cuir durci. Il a peut-être des bonus en plus, en tout cas il a au moins ça, il a au moins 17. Quelqu'un qui porte par exemple... est-ce que je l'ai vu? Je suis trop bas. Quelqu'un qui porte un clibagnon, qui est
une armure lourde, extrêmement encombrante, a un bonus de plus 7, mais par contre a un bonus de dextérité maximum de plus 0. Du coup, lui aussi, par rapport au mec de tout à l'heure, lui aussi il a 17 en classe d'armure, mais sa répartition est faite différemment. Il a 7 qui est donné par son armure et 0 qui est donné par son agilité. Même s'il avait un bonus de dextérité de plus 2 ou de plus 4, peu importe. Il ne peut pas l'appliquer parce que le clébagnon est trop gênant pour ses mouvements. Donc, il faut essayer de prendre une armure, de porter une armure qui correspond à son bonus de dextérité de manière... enfin, en tout cas qui ne réduit pas son bonus de dextérité, pour pouvoir en profiter correctement. Mais qu'on se le dise, si jamais vous portez une armure qui finalement vous protège plus elle seule, avec un petit peu de bonus de dextérité, qu'une armure qui vous protégerait pas beaucoup avec votre bonus de dextérité, autant prendre la combinaison des deux facteurs qui vous permet d'être protégé le plus. Cela dit, il y a d'autres éléments à prendre en compte pour savoir quelle armure est intéressante. Le malus d'armure au test. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? En gros, ça détermine également une gêne que votre armure vous impose sur un certain nombre de jets de compétences. Rappelez-vous, sur la vidéo des compétences, on a vu qu'il y avait des compétences qui utilisaient la dextérité, des compétences qui utilisaient l'intelligence, d'autres qui utilisaient la force, etc. en bonus au test de compétences. Par exemple, l'acrobatie, c'est un bonus de dextérité. Eh bien, le malus d'armure au test, c'est un malus à tous les tests de compétences qui utilisent la dextérité ou la force. Grosso modo, c'est l'acrobatie, c'est la discrétion, c'est l'escalade, c'est la natation, c'est l'escamotage, c'est l'équitation, voilà. C'est tout ce qui utilise la force ou la dextérité en bonus au test de compétences. Donc, plus vous portez une armure qui a un malus important, plus vous aurez du mal à faire les tests de compétences dans les compétences dont on parle justement, celles qui utilisent la force ou la dextérité. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a envie d'être à l'aise dans ses compétences doit faire en sorte de porter une armure qui n'est pas trop encombrante en termes de malus d'armure au test. Autre point, le risque d'échec des sorts profanes. J'avais indiqué dans une des premières vidéos, il me semble, si ce n'est pas le cas je l'indique maintenant, et on en reparlera sur une vidéo spéciale sur la magie, que il y a deux types de magie. Il y a la magie divine et la magie profane. La magie divine est accordée sur des pouvoirs magiques, des sorts une divinité accorde à ses suivants, à ses fidèles qui prient pour lui. Donc les prêtres, les paladins, les druides, les rôdeurs. Et la magie profane, c'est une magie qui est créée par la volonté ou par la capacité intellectuelle de lanceur de sorts, et ça puise dans ce qu'on appelle la toile. Alors c'est une sorte d'enchevêtrement d'énergie magique invisible qui lie toute chose dans l'univers, en tout cas dans le monde de Doril, et la déesse de la magie du coup a créé cette toile de manière à ce que les gens puissent puiser dedans pour faire de la magie. Et donc c'est ça, les lanceurs de sorts profanes, ils puisent dans l'énergie de la toile pour pouvoir faire leur sort. Que ce soit par l'étude, magicien, ou par le lancement spontané par rapport à une puissance qui est inhérente en eux, c'est-à-dire les ensorceleurs et les bardes. Donc le risque d'échec des sorts profanes, c'est que si vous êtes un lanceur de sorts profanes, les trois que je viens de citer, et que vous portez une armure, vous avez un pourcentage de chance que lorsque vous lancez un sort, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes gêné par votre armure. Ce qui veut dire que la plupart du temps, ces personnes dont j'ai parlé ne portent pas d'armure ou une armure vraiment très très légère. Vous avez les pourcentages ici d'échecs des sorts, en fonction des armures que vous portez. Et des boucliers aussi, on ajoute, c'est armure plus bouclier. Pareil pour les choses que j'ai parlé avant, les malus d'armure au test, si vous avez une armure plus un bouclier, on ajoute les malus. Donc vous comprendrez avec tout ce qu'on a vu qu'en fonction du style de votre personnage, s'il lance des sorts ou pas, s'il a beaucoup de dextérité ou pas, s'il a beaucoup de compétences basées sur la force et la dextérité qu'il a envie d'utiliser à plein potentiel, ou pas, eh bien ça permet de guider, on va dire, le choix d'une armure qui correspond à
à tout ça et à son style de combat. Bien sûr, les personnages qui auront vocation à être vraiment dans la mêlée, en première ligne, d'une manière à protéger les autres aussi d'une certaine façon, eh bien ils ont besoin pour eux-mêmes et pour l'ensemble du groupe d'avoir voilà, une forte classe d'armure et souvent donc du coup une forte armure. Mais encore une fois, un roublard très fort en dextérité avec des bonus d'armure qui viennent de différentes sources que les bonus d'armure, des bonus de classe d'armure qui viennent de différentes sources que un bonus d'armure ou un bonus de bouclier, peut également monter sa classe d'armure très très haut pour pouvoir bien endurer les coups, en tout cas les éviter ou les parer, lors d'attaques physiques. Donc on va faire en sorte effectivement que le personnage acquiert une armure comme si c'était un guerrier. C'est un magicien, mais là on va faire comme si c'était un guerrier. Donc du coup je vais basculer sur ma feuille de personnage, et dans la partie Inventory, je vais ajouter une ligne qui va être, je vais prendre un truc simple, je vais prendre une chemise de maille. Voilà. Location, c'est pour déterminer un objet qui est rangé dans un objet. La chemise de maille, elle n'est pas rangée dans un autre objet, c'est moi qui la porte. Donc du coup d'ailleurs j'ai un icône ici qui permet de déterminer est-ce que c'est transporté, est-ce que c'est équipé ou est-ce que c'est non transporté du tout. Et actuellement cet objet là n'est pas avec moi. Donc là l'armure je l'équipe, je la porte sur moi. Son poids, donc là on a vu sur le tableau, son poids de base initial c'est 12,5 kg. Donc voilà, je vais noter 12,5 kg, 12,5. Et c'est tout pour la partie équipement ici. Par contre, ça me permet de vous parler effectivement de cet élément-là. Donc c'est ce qu'on a vu. On a vu donc, je vais quand même repasser dessus pour vous faire un petite comparaison. Donc on a vu que son bonus d'armure et de bouclier c'était 4, son bonus de dextérité maximale c'était 4, et son malus d'armure au test c'est 2, et son risque d'échec c'est 20 pour la chemise de maille. Donc vous retenez 4, 4, moins 2, 20. 4, 4, moins 2, 20. Donc, le premier 4 c'est bonus d'armure, donc c'est dans la catégorie combat. Ici, dans l'onglet, dans la case d'armure, on met 4. Et vous voyez, ça calcule automatiquement, j'ai bien une classe d'armure qui passe à 14. Ensuite, dans Inventory, le deuxième 4 c'était le niveau maximum de dextérité, donc c'est le max stat, sous-entendu dextérité, 4. Le skill check c'est la pénalité au jet de compétences basé sur la dextérité et la force, donc moins 2. Et le spell fail, c'est les chances d'échec des sorts profanes, vu que c'était 20%. Voilà, on a mis en place tous les éléments propres à cette armure. Pardon. J'en profite également pour vous indiquer qu'au niveau de l'encombrement, qui est ici, il faudra donc faire une petite modification pour que ça fonctionne correctement ici avec la loupe. Il faudra mettre 0,5 ici, dans le carré multiplicateur, parce qu'en fait, de base c'est pas en kilogrammes, et donc du coup en faisant ça, on est sur un poids à un arrondi près par-ci par-là qui est le poids en kilos, pour les différents paliers. Mais à part le fait de faire ça, de mettre 0,5 ici, je parlerai de ces éléments là dans une autre vidéo, mais gardez en tête en gros que c'est votre total de poids transportés par rapport aux différents niveaux de charge. Et on voit déjà que on a bientôt dépassé la charge légère. Ce qui veut dire qu'on va rentrer en charge intermédiaire, et le fait d'être en charge intermédiaire ou lourde, ça réduit votre vitesse de déplacement. Voilà, donc il faut bien l'avoir en tête. Ok, donc on a vu l'armure, on l'a ajouté, c'est très bien. Maintenant, je vais volontairement l'enlever, parce que nous ne sommes pas... Oups. Nous ne sommes pas... Je vais pas l'enlever tout de suite, enfin si, je l'ai enlevé, mais imaginez que je l'ai gardé. Je vais remettre ces choses là pour vous faire voir un petit truc vite fait.
Le skill check ici, la -2, le fait que j'ai coché la case, ça veut dire qu'effectivement ces choses-là fonctionnent dans les calculs de la feuille de personnage. Si je vais dans les skills, cela va affecter en fait mes G. Comme vous pouvez le constater ici, en fait sur la liste des skills, vous avez un petit symbole d'armure sur un certain nombre de lignes. Ce sont justement toutes les compétences qui sont basées sur la force ou la dextérité pour leur bonus. Dext, ici, strength, ici. Donc on voit par exemple que comme j'ai un malus de 1 en force et que j'ai un malus de 2 à cause de mon armure, bah finalement je fais des jets d'escalade à -3. On voit qu'en acrobatie, vu que j'ai un bonus de +2 parce que j'ai 14 en dextérité, mais que j'ai un malus de 2, finalement je fais des jets à +0. Quand c'est vide, c'est que c'est 0 en fait. Donc on voit effectivement que le port de mon armure me gêne. Alors que si jamais effectivement maintenant je supprime toutes ces choses là parce que bah, en tant que magicien je ne porte pas d'armure, et bien si je reviens dans les skills, on voit que j'ai regagné mes chiffres de base qui sont un bonus de +2 en acrobatie, et on a vu en climb, bah, on est bien uniquement à -1 sur un jet d'escalade par exemple. Donc voilà pour l'armure. Hop, c'est ici. Mais par contre, on va acheter d'autres choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'acheter une arme, par exemple. Je vais aller dans les armes. Alors là, les armes, comment ça fonctionne? Il y a des catégories. Donc, il y a les armes courantes. Il y a les armes de guerre. Il y a les armes exotiques. Qu'est-ce que c'est ces trois catégories? C'est lorsque vous prenez une classe de personnage, souvent, dans les descriptifs de la classe, c'est, je crois de mémoire, en dessous des compétences, des compétences de classe, ou juste avant, il est indiqué que tel personnage sait manier telle et telle arme. On va aller voir, hein, comme ça, ce sera quand même plus simple pour vous de comprendre. Donc au niveau des classes, si je prends par exemple le magicien, donc il m'indique, c'est en dessous, arme et armure. Donc le magicien est formé au maniement des arbalètes légères, des arbalètes lourdes, des bâtons, des dagues et des gourdins, mais pas au port des armures ni l'utilisation des boucliers. Voilà. Et si jamais je prends le guerrier, peut-être pas le guerrier, je vais prendre le roublard, tiens. Si je prends le roublard, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roublard est formé au maniement de toutes les armes courantes. Des arbalètes de poing, des arcs courts, des épées courtes, des matraques et des rapières. Il est également formé au port des armures légères, mais pas à l'utilisation des boucliers. Très bien. Et je vais prendre le prêtre, par exemple. Non, pas le prêtre. Non, je vais prendre le guerrier. Et le guerrier, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le guerrier est formé au maniement de toutes les armes courantes et de guerre, ainsi qu'au port de tous les types d'armures, légères, intermédiaires ou lourdes, et à l'utilisation des boucliers, y compris les pavois. Les pavois étant un peu une exception parmi les boucliers. Donc on voit avec les différentes lectures qu'on vient de faire que par rapport aux armes, en fait ça c'est des catégories pour lister rapidement une grande liste d'armes que savent manier certains personnages et pas d'autres. Puisqu'on a vu que le magicien c'était uniquement 4-5 armes par-ci par-là, on a vu que le roublard c'était toutes les armes courantes, c'est-à-dire toutes les armes de ce tableau-là, plus quelques armes par-ci par-là, et que le guerrier lui c'était toutes les armes courantes, et toutes les armes de guerre. Voilà. Les armes exotiques, personne ne sait manier toutes les armes exotiques, ce sont des armes rares, parce que culturellement parlant, rares généralement, par rapport aux régions, etc. Et du coup, ces armes-là, souvent, il faut... Enfin, tout le temps, pardon. Si vous voulez vous en servir, il faut avoir un don qui s'appelle maniement d'une arme exotique. Alors, entre parenthèses, on choisit l'arme en question. Mais si jamais vous jouez à un roublard et que vous voulez manier, par exemple, un marteau de guerre, eh bien, on l'a vu dans la liste des armes que savent manier les roublards de base, il n'y a pas le marteau de guerre. Il y a les armes courantes, plus 2-3 armes de guerre qui sont autres que celles-ci. Donc un roublard qui veut manier un marteau de guerre, il peut, s'il veut, prendre un don maniement d'une arme de guerre, entre parenthèses, marteau de guerre, pour apprendre à la manier. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si vous ne savez pas manier une arme et que vous l'utilisez, vous avez un malus de 4 pour faire vos jets d'attaque. Et en plus, vous provoquez une attaque d'opportunité... Non. Non, vous provoquez pas une attaque d'opportunité, mais vous avez un malus de 4 déjà. Ce qui est pas terrible. Pour tous vos jets, avec cette arme. Donc il vaut mieux utiliser des armes qu'on sait manier.
Voilà, après il y a des exceptions, hein, comme l'épée bâtarde qui se manie soit à une main, soit à deux mains, et en fonction de si on la manie à deux mains, c'est une arme de guerre, si on la manie à une main, c'est une arme exotique. Voilà, il y a des petites exceptions par-ci par-là qui sont décrites sur l'arme quand on va lire justement l'arme en question. Quand on clique dessus et qu'on lit. Mais sinon, voilà, les règles de base, c'est celles que je viens d'indiquer. Et alors après, dans chaque tableau, il y a le combat à main nue qui est une exception, c'est une arme courante, voilà, pour frapper avec ses poings, ses pieds et sa tête, avec un coude, avec un genou, etc. Donc il y a les armes de corps à corps légères, les armes de corps à corps à une main, les armes de corps à corps à deux mains et les armes à distance. Ce sont des sous-catégories. Ça définit en gros, je l'avais peut-être déjà dit dans une autre vidéo, ce sont des armes donc à distance, vous avez compris, hein, ça permet d'attaquer à distance. À deux mains, c'est qu'il vous faut deux mains pour la manier, sinon vous pouvez pas. À une main, enfin vous pouvez mais avec des malus. À une main, vous la maniez à une seule main. Mais vous pouvez potentiellement mettre les deux mains dessus, ce qui fait que vous pouvez faire plus de dégâts, parce que le fait d'avoir deux mains sur l'arme, ça permet d'appliquer un bonus de force supérieur. On le verra lors des combats, c'est cet effet-là, d'avoir les deux mains sur une seule arme. Et on a les armes de corps à corps légères. Elles, on ne peut pas mettre de deuxième main dessus pour appuyer plus fort, pour faire plus mal. Et elles ont une capacité particulière qui est, on l'a vu avec la vidéo des dons, qu'il y a un don combat en finesse qui permet que les armes de corps à corps légères puissent s'en servir en faisant un jet d'attaque avec la dextérité plutôt que la force. Ça on verra aussi au niveau des combats. Du coup, l'idée c'est que pour chaque tableau, vous avez donc toutes ces catégories qui sont reprises. Vous avez pour les armes de guerre les sous-catégories armes de corps à corps légères, armes de corps à corps à une main, armes de corps à corps à deux mains, et armes à distance. Et pour les armes exotiques, pareil, armes de corps à corps légères de type exotique, armes de corps à corps à une main exotique, armes de corps à corps à deux mains sont exotiques, et les armes à distance exotiques. Et puis il y a un tableau sur les munitions des différentes armes aussi, sachant que il y en a certaines qui sont que je ne connais pas forcément, là toutes celles qui ont Alflin par exemple, ou celle-là, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, moi je suis plutôt sur les flèches de base, les carreaux de base, les billes de fronde de base, voilà, les dards de Sarbacane de base, voilà, pour ce qui est des munitions. Donc voilà, on va lire le tableau pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc le prix, vous avez compris, hein, c'est une pièce d'or pour l'acheter. Quand il y a un tiret, c'est que ça coûte rien. Alors moi après, dans mes règles personnelles, j'ai certains prix qui ont été rechangés, de manière à ce que certains trucs aient au moins un prix minimal, que ce soit pas juste une branche ramassée au sol. Autrement c'est pas vraiment une arme, c'est une arme improvisée. Après vous avez les dégâts pour une créature de taille P et les dégâts pour une créature de taille M. Donc de base, un humain c'est une créature de taille M. Les créatures de taille P par exemple, vous avez les halflins et les gnomes, hein, qui sont des créatures de taille P. Mais aussi les gobelins et les kobolds. Donc en gros, en fonction de la catégorie de taille pour laquelle l'arme a été faite, vous jetez un dé de dégâts. Si vous avez réussi un jet d'attaque, vous jetez un jet de dégâts indiqué par cette colonne. Et si jamais vous trouvez une arme qui n'est pas de votre catégorie de taille à vous, qui est plus petite ou plus grande, vous pouvez vous en servir, mais avec des malus au jet d'attaque, pour bénéficier des dés de dégâts. D'une arme plus grosse ou plus petite, on n'en bénéficie pas vraiment, mais voilà. Critique. Qu'est-ce que c'est que le critique? En gros, lorsque vous faites un jet d'attaque pour tenter de toucher l'adversaire, je rappelle, un jet d'attaque c'est pour tenter de toucher, jet de dégâts c'est pour faire les dégâts. Donc c'est en deux temps. Si vous touchez pas, vous faites pas de jet de dégâts. Donc lorsque vous faites un jet d'attaque, si jamais vous faites 20, vous avez la possibilité de faire un coup critique à l'adversaire. Ça on le verra au niveau des combats aussi, mais je suis obligé d'en parler un petit peu. Et si vous avez la possibilité de faire un coup critique, à ce moment-là, vous refaites un jet d'attaque pour du beurre, juste pour savoir si vous touchez ou pas. Si le deuxième jet d'attaque pour du beurre touche également, ça veut dire que votre premier jet d'attaque sera un critique. Sinon, ça sera un jet d'attaque qui a touché normalement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Un jet d'attaque qui touche normalement,
que ce soit un critique non confirmé ou un simple jet d'attaque qui a fait 17 plus quelque chose par exemple, là on a fait 20 plus quelque chose, donc 20 ça nous donne la possibilité de faire un critique, et bien on va faire des jets de dégâts normaux si c'est juste un jet d'attaque qui a réussi. Si par contre le critique a été confirmé, si c'est un jet critique qui a été confirmé, et bien ça veut dire que les dégâts que l'on va infliger seront multipliés par un modificateur. Le modificateur, il est marqué justement pour chaque arme. Si je prends par exemple une dague, non pas une dague, si je prends par exemple une masse d'armes légère, la masse d'armes légère c'est x2, ça veut dire qu'effectivement, si jamais j'ai fait un coup critique en faisant 20 sur mon jet de toucher et que je l'ai confirmé, bah, les dégâts que je vais jeter, qui sont 1d6 plus ma force, je vais multiplier par 2, c'est-à-dire je vais jeter 2d6 plus le double de ma force. Maintenant on va prendre la dague. Si jamais je manie une dague, et bien en fait, c'est toujours x2 hein, pour la multiplication du critique, mais ma plage de critique augmente, c'est-à-dire que si je fais 20, j'ai la possibilité de faire un coup critique, mais si je fais 19, j'ai aussi la possibilité de faire un coup critique, de la même manière. C'est voilà, la possibilité, la plage est étendue pour faire des coups critiques. Et il faut quand même le confirmer. À ne pas confondre avec le fait de toucher automatiquement. Quelle que soit l'arme qu'on utilise, si on fait 20, on est sûr de toucher quelle que soit la classe d'armure adverse. Voilà. Si jamais la classe d'armure adverse elle est 37, que vous faites 20 et que vous avez un bonus de plus 5, ce qui fait que 25, bah vous n'avez pas atteint 37, mais comme vous avez fait 20, vous êtes sûr de toucher. C'est-à-dire que vous avez toujours 5% de chance de toucher l'adversaire quoi qu'il arrive. Puisque un des 20, bah, 20 sur un des 20, c'est 5%. Ensuite, on a le facteur de portée, surtout pour les armes à distance, qui ont des portées plus ou moins grandes. Mais certaines armes de corps à corps peuvent être lancées également, comme une sorte d'arme, une arme de jet, quoi. Et donc le facteur de portée, ça détermine le nombre de mètres ou de cases auxquels on peut lancer l'arme sans malus. Si jamais on tente de lancer l'arme plus loin, ce qui est possible, et pareil, si on tente de tirer avec un arc ou une arbalète plus loin, si jamais on dépasse ce facteur de portée, on a un malus de 2 sur le jet, jusqu'à ce qu'on atteigne le double du facteur de portée. Et puis après, si jamais on a dépassé le double du facteur de portée, on a un malus supplémentaire de plus 2, ce qui fait plus 4 au total, jusqu'à arriver au triple du facteur de portée, etc., etc. Donc ça veut dire que par exemple, ma petite dague, je peux la jeter jusqu'à 3 mètres sans malus, mais je peux la jeter jusqu'à 6 mètres avec un malus de 2, jusqu'à 9 mètres avec un malus de 4, etc., etc. On a le poids, donc je rappelais effectivement, bah, toute chose a un poids, enfin non, en fait non. Dans les règles, toute chose n'a pas un poids, mais la plupart des objets ont un poids, mais il y a des petits objets qui ont un poids infime, et donc du coup on ne le comptabilise pas, il y a un petit tiret à la place. On le verra pour l'équipement tout à l'heure, quand on va ajouter des pièces d'équipement autres que des armures et des armes. Et donc voilà, le poids petit à petit va nous faire de l'encombrement si on est trop chargé. Ensuite ici, ça c'est le type de dégâts. Il y a 3 types de dégâts pour les armes physiques. Il y a contendant, perforant ou tranchant. Les dégâts contondants, c'est un dégât d'écrasement. C'est le dégât que fait un gourdin, par exemple, ou un marteau de guerre, lorsqu'il vous frappe, il vous broie la cage thoracique. Déjà, il va certainement plier votre armure de métal au passage. Voilà, c'est l'idée de faire des dégâts écrasants, contondants. Les dégâts perforants, comme son indique, c'est fait de perforer, donc ça veut dire que voilà, c'est une pointe qui va s'insérer dans les chairs pour faire des dégâts, et voire même vous traverser. Les dégâts tranchants, c'est ce qui permet de faire des plaies dans les chairs en faisant des coups de taille avec des armes tranchantes, les haches, les épées, etc. Et ça permet éventuellement de trancher des membres, hein, de trancher des parties du corps. Voilà, donc en gros, contendant, perforant, tranchant, ça ne sert à rien. Si ce n'est pour les réductions de dégâts. Je m'explique. Imaginons que vous combattiez un gobelin, tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, que vous fassiez un dégât contendant, perforant ou tranchant, ça lui fera des dégâts tout pareil. Ce qui n'est pas hyper réaliste, hein, parce que normalement, en fonction du type d'armure qu'il porte, etc., la pénétration de ces différents types de dégâts sera pas la même. Mais c'est pas grave. On fait avec les règles qu'on a. Donc du coup, le contendant, le perforant ou le tranchant, ça va rentrer en ligne de compte si quelqu'un a une résistance particulière. Donc au lieu de prendre un gobelin, on va prendre cette fois-ci un zombie.
Les zombies, qui sont des masses de chair cadavreuse sans aucune... comment dire... ils ressentent pas la douleur, quoi. C'est des zombies. Eh bien, si vous leur faites un coup de marteau de guerre, ou un coup de... ou que vous leur tirez une flèche, ou vous les empalez avec une lance, ça va quasiment rien leur faire. Ça peut leur faire des dégâts, hein, mais ils vont résister facilement à ces dégâts-là. Par contre, si vous leur tranchez des parties du corps, les membres, etc., ça par contre, ça marche bien sur les zombies. Ça se traduit en termes de règles par le fait qu'ils ont une résistance aux dégâts, sauf tranchant. Maintenant, on va prendre un squelette. Alors, un squelette, pareil, c'est un mort-vivant animé par magie, souvent, hein, qui, lui, il n'y a plus que les os, quoi. Il n'y a plus les chairs, etc., machin. Donc lui, en fait, quand on tente de trancher, c'est pas facile, parce que il n'y a que les os. Et souvent, ils sont un peu durcis par le fait d'avoir été animés par magie. Donc en gros, les armes tranchantes, ça marche pas très bien. Les armes performantes, c'est encore pire, parce que si vous tirez une flèche ou vous essayez d'empaler un squelette, vous allez galérer, quoi. Par contre, si vous avez un marteau de guerre ou un gourdin là, sous la main, ou ne serait-ce qu'un bâton, et que vous foutez des bons coups sur les ossements du squelette, il y a de fortes chances que le côté écrasant de l'attaque lui broie les os, les casse, etc. Ça, c'est pas mal. Ça traduit le fait qu'un squelette a une résistance aux dégâts physiques, sauf contendant. Donc il absorbe une partie des dégâts des deux autres types d'attaques. Voilà à quoi ça sert les types de dégâts. Ça permet de passer certaines résistances aux dégâts. Donc il faut l'avoir en ligne de compte. Et il y a d'autres types de dégâts et de résistance aux dégâts, puisqu'il y a plusieurs types de dégâts magiques. Et il y a également des types de dégâts additionnels en fonction du matériau dans lequel a été forgée votre arme. Par exemple, une arme en argent, alchimique, ou en mitral, permet de blesser plus facilement les loups-garous. C'est un truc un peu limité, hein, c'est un truc de niche, mais voilà, ça existe. Et pour ce qui est des types de dégâts magiques, comme le dégât magique de base, mais aussi les dégâts élémentaires, comme le feu, le froid, l'acide ou l'électricité, ou le son également, qui est un dégât élémentaire, un dégât d'énergie, c'est pas forcément élémentaire, c'est un dégât d'énergie supplémentaire, il y a 5 dégâts d'énergie, les 4 éléments plus le son. Voilà, ce sont des types de dégâts, et certaines créatures peuvent être immunisées ou résistantes, ou vulnérables aussi, à certains types. Par exemple, un dragon rouge est immunisé aux dégâts de feu, mais il est vulnérable aux dégâts de froid. Voilà, c'est un exemple. Et enfin, spécial, ce sont des capacités spéciales en fonction de l'arme. Certaines armes ont une allonge, c'est-à-dire qu'elles peuvent permettre d'attaquer de plus loin que la case adjacente. Certaines armes ont la capacité réception, la capacité croc en jambe, etc. etc. Voilà, c'est à lire en fonction, et ça permet de comprendre effectivement les effets potentiels d'une telle arme grâce à leurs effets spéciaux, leur capacité spéciale. Voilà pour les armes. Donc ce qu'on va faire, on va dire que notre magicien, il va acheter une dague. Donc une dague, ça coûte 2 pièces d'or, et ça pèse 500 grammes. Donc là par exemple, je mets une dague, 500 grammes, il la porte à la ceinture, donc je mets équipé, mais je mets pas de location, ou je peux mettre ceinture éventuellement, mais ça ne servira pas à grand chose parce que je n'ai pas d'objet qui s'appelle ceinture. D'ailleurs, je vais en profiter pour régler ici là, ma bourse, mes richesses. Donc de base, il existe des pièces de platine, il existe des pièces d'or, des pièces d'argent et des pièces de bronze. Et donc moi de base, je commence avec 70 pièces d'or. Alors la conversion elle est simple, hein, c'est une pièce de platine ça vaut 10 pièces d'or, une pièce d'or ça vaut 10 pièces d'argent, et une pièce d'argent ça vaut 10 pièces de bronze. Voilà. C'est simple à faire. D'ailleurs c'est pas bronze, c'est cuivre. PC, oui, c'est cuivre. Dans cet univers. Je préfère bronze, mais dans cet univers c'est cuivre. Donc voilà, 70 pièces d'or, donc là j'ai acheté une dague qui vaut 2 pièces d'or, du coup je retranche 2, je suis à 68. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire sur un brouillon Word Excel ou sur un papier pour faire son équipement, et après tout de suite enlever l'or en question, hein,
Mais là je le fais au fur et à mesure, mais vous pouvez planifier ça dans un coin et après plus tard le retranscrire sur la feuille de personnage. Voilà, donc j'ai acheté ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais acheter... ouais, une dague ça me suffit, quoique. Je vais m'acheter une arbalète légère, tiens. Alors une arbalète légère, ça coûte 35 pièces d'or. Donc là je peux faire, soit je peux faire un clic droit, create item, soit je peux appuyer sur entrée pour ajouter une ligne. Donc je vais créer une arbalète légère que je m'achète, parce que comme j'ai pas beaucoup de sorts, ça peut m'aider également d'avoir une arbalète sous le coude. Donc une arbalète ça pèse 2 kg. Elle est pas forcément équipée, elle peut être rangée dans ma... Enfin elle peut être accrochée à mon sac, etc. Donc je la transporte juste. Et ça aussi d'ailleurs, en fait je la transporte juste, c'est que quand je la dégaine que je l'équipe, mais peu importe. En gros l'idée c'est... Enfin moi ce que je préfère faire, si à la limite c'est ça. Voilà. Désolé, j'ai eu un petit temps de rappel, c'est tout ce qui n'est pas rangé dans un sac, dans un contenant, je le mets comme ça en équipé. Pourquoi? Parce que si jamais vous posez vos sacs, bah, vous n'allez pas perdre votre dague ou votre arbalète en même temps. Généralement, elle est accrochée plutôt à votre armure, à votre tenue, ou alors vous l'avez déjà en main en fait. Donc voilà, mettez les armes en équipé, tout comme les armures, et on va voir dans un instant justement les sacs, etc. Donc voilà, j'ai une arbalète légère, sauf que l'arbalète toute seule, c'est pas terrible. Il faudrait mieux que j'ai un carquois avec des carreaux d'arbalète. Donc un carquois, ça coûte une pièce d'or, et l'arbalète, elle coûte 35. Donc en gros, il faut que j'enlève 35 déjà, ce qui fait que je suis plus qu'à 33. Et une pièce d'or pour le carquois, donc je suis à 32 pièces d'or. Donc je vais rajouter également un carquois qui a une capacité de 20 carreaux. Normalement c'est 10, mais moi j'ai mis une règle personnalité pour que ça y ait le même nombre de carreaux que le nombre de flèches. Et alors un carquois, ça pèse 1,5, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. J'ai toujours un petit doute sur le carquois, je sais pas pourquoi, mais... Tac tac tac. Où sont les munitions? Carreau, c'est 0,5, mais moi c'est par rapport aux flèches. Flèche 1,5, donc oui. Donc le poids c'est le même, c'est 1,5. Ça devrait être 1 kg en fait, faudrait peut-être que je revoie ma règle personnalisée. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Peu importe le poids, on applique ce qui est indiqué sur le site internet pour créer son équipement. Et voilà. D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que depuis tout à l'heure, j'affiche pas la feuille de personnage sur Fantasy Ground, donc j'en suis désolé. J'espère que vous avez réussi à suivre, mais l'idée en gros, voilà, c'est ça. Je vais le refaire, hein. Pas de problème à le refaire. Donc, je fais un clic gauche, ou alors je fais un clic droit, create item, et donc je crée une dague qui pèse 0,5, et je dis que elle est équipée sur moi. Une arbalète légère, elle pèse 2 kg et elle est équipée sur moi, et un carquois. Dont la capacité est 20, ça pèse 1,5 et c'est équipé sur moi aussi. Voilà, comme ça, je suis revenu là où j'en étais. Donc j'en suis à 4 kg d'encombrement pour le moment. Et ici, donc j'ai mis en place platine, or, argent et cuivre, et je suis donc rendu à 32 pièces d'or par rapport à ce indice initialement, avec ce que j'ai acheté ici. Voilà. Donc, je vais continuer, et cette fois-ci, donc en revenant sur le site web, je savais que dans une vidéo ça finirait par m'arriver que j'oublie de switcher, mais bon, jusqu'ici ça s'était bien passé. Donc, j'ai des armures, j'ai des armes, et après j'ai plein d'autres choses, donc on va passer à l'équipement d'aventurier. C'est où il y a la principale masse d'achat à faire, on va dire. Voilà. De temps en temps le site est un petit peu encombré, ça met un peu de temps à charger des fois, mais ça se charge. Donc on a plein d'équipements potentiels en fonction de tout ce que j'ai besoin, donc ça c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de prendre.
Donc moi par exemple, je vais pas forcément tout faire, mais on va dire déjà que je vais commencer par m'acheter un sac à dos. Donc un sac à dos ordinaire, c'est 2 pièces d'or et c'est 1 kg. Sac à dos de maître, vous voyez, ça fait partie d'un supplément de Pathfinder que je ne connais pas. Donc voilà, sur toute cette liste d'objets, il faut vraiment le faire valider avec le maître du jeu, c'est-à-dire ici moi, pour savoir est-ce que c'est bel et bien un objet que je connais et que du coup j'autorise. Donc un sac à dos ordinaire, 2 pièces d'or, 1 kg. C'est parti. Je vais sur ma feuille de personnage. Et je vais donc ajouter un sac à dos. On a dit 1 kg, 2 pièces d'or. Voilà. Et lui, je vais le laisser en transporté ici. Je vais pas le mettre en équipé. Je vais le mettre en transporté. Et là, vous allez voir que ça va devenir intéressant. Imaginons que j'achète une couverture. Je reviens sur mon site et je vais acheter une couverture. 5 pièces d'argent, 1,5 kg. Ok, je reviens. Donc d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever les 2 pièces d'or, donc sac à dos ça m'a coûté 2 pièces d'or. Donc là, 5 pièces d'argent, 1,5 kg la couverture. Donc je vais mettre une couverture qui pèse 1,5 kg. Et alors 5 pièces d'argent, du coup, bah, ça veut dire que je suis à 29 pièces d'or et 5 pièces d'argent. Je fais la conversion, j'ai transformé une pièce d'or en 10 pièces d'argent, ça m'a coûté 5. Voilà. Et la couverture, en fait, bah, je la range dans mon sac à dos. C'est plus simple. Donc du coup, dans Location, je vais commencer à taper sac, et il me propose sac à dos. Je valide. Et comme vous pouvez le voir, ça crée un alinéa, un retrait, et ça indique que c'est dans le sac à dos. Je vais continuer, mais vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Imaginons que j'achète une corde en chanvre classique, ça coûte 1 PO et 5 kg. Donc je vous dis le va-et-vient. Donc je vais créer une corde en chanvre. Ça coûte, j'ai dit 1 PO et ça pèse 5 kg. 5 kg et ça coûte 1 PO, donc je suis à 20. Et pareil, cette corde, je vais la mettre dans le sac à dos parce que elle est soit accrochée à l'extérieur du sac à dos, soit elle est dedans. Voilà, et du coup le fait de changer de ligne, ça valide, ça enregistre et ça le met dans le sac à dos avec la linéa. Pareil, je vais acheter une paillasse, parce que c'est bien d'avoir une couverture, mais il faut avoir un truc à mettre au sol généralement. Donc la paillasse, je crois qu'ils l'ont renommé sac de couchage à cause d'un supplément. Voilà, donc c'est une pièce d'argent et 2,5 kg. Vous pouvez mettre sac de couchage si vous voulez, hein, mais pour moi les trucs d'origine sont mieux. C'est une paillasse. Cela pèse 2,5 kg et ça coûte une pièce d'argent. Voilà. Et pareil, la paillasse, alors c'est beaucoup trop gros pour être dans le sac à dos, mais généralement, vous savez, la paillasse, on la roule et puis on l'attache au-dessus ou en dessous du sac à dos avec des cordes, etc. On sangle le truc. Donc c'est quand même sur le sac à dos ou dans le sac à dos. Si jamais vous... L'idée qu'il faut avoir en tête, c'est si jamais vous posez votre sac à dos à terre, qu'est-ce qui part avec? Bah du coup, la paillasse, elle part avec. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite après, je vais m'acheter peut-être un silex et amorce pour faire du feu. Même si ma magie me permettrait peut-être d'allumer des petites mèches, hein, mais voilà, on va acheter un silex et amorce. Donc combien ça coûte? Je regarde sur le site web. Silex et amorce, c'est une pièce d'or et ça n'a pas de poids. Donc je vous le montre vite fait quand même parce que c'est intéressant de le voir. Donc silex et amorce, 1 PO et le poids est vide. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, sur ma feuille de personnage, hop, hop, je vais rajouter une ligne, tiens, je vais faire un clic droit cette fois-ci, create item, silex et amorce, voilà, ça me coûte 1 PO, donc je suis à 27, par contre ça n'a pas de poids, donc je laisse ça vide, voilà, quand c'est vide c'est 0 hein, dans le logiciel. Et au niveau de la location, bah voilà, bon silex et amorce je le range dans le sac à dos, hein, logique. Et également, je pourrais très bien m'acheter des torches. Ouais, des torches c'est bien, je vais m'acheter des torches. Donc les torches, c'est une pièce de cuivre et ça pèse 0,5. Et bien, c'est parti, on va acheter des torches. Bon, bien sûr, tout ça c'est de l'équipement que vous avez acheté avant de commencer votre première aventure. Donc, bah, clic droit, je vais créer une torche. On va dire que j'en ai acheté 3. Du coup, ici, là, dans la quantité devant, je vais mettre 3.
et elles pèsent 0,5 chacune, donc je mets 0,5, je mets pas la multiplication. Parce qu'il l'a fait tout seul, la multiplication. Il rajoute 3 fois 0,5 à l'encombrement total. Donc ça coûte 3 pièces de cuivre, non, une pièce de cuivre, pardon, les torches, donc 3 pièces de cuivre au total. Du coup, je convertis une pièce d'argent en 10 pièces de cuivre, et j'en enlève 3, donc je suis comme ça, à 7 cuivres restants. Et je me retrouve avec les 3 torches. Et pareil, mes torches, généralement, quand elles ne sont pas utilisées, je les mets dans le sac à dos. Voilà, donc ça vous donne un petit exemple d'un début d'équipement, sachant que si je continue à en rajouter, comme par exemple si j'ajoute du papier, que j'ai acheté, j'en ai acheté 10, ça pèse rien, je mets dans le sac à dos. Si j'achète également par exemple de l'encre en fiole, ça coûte... alors je sais plus pour le papier combien ça coûte, mais la fiole par exemple je sais que ça coûte 8 pièces d'or, une fiole d'encre, donc là je suis à 19. Voilà, je le mets là, ça pèse rien la fiole d'encre, par contre je la mets dans le sac à dos. Voilà, vous voyez, donc j'ai une petite barre, un petit ascenseur qui s'est créé pour suivre l'équipement, et j'ai trié les éléments en fonction de comment je les voulais. Maintenant, si jamais je pose mon sac à dos, je peux cliquer ici pour le faire disparaître. Et vous voyez, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est dans le sac à dos, pardon, ou accroché au sac à dos, disparaît aussi. Et ça s'enlève de l'encombrement. Ce qui veut dire que dans des phases de combat, par exemple, c'est plutôt intelligent de poser son sac à dos, ou d'y avoir pensé avant, d'avoir, je sais pas, mis le sac à dos dans un coin, ce qui fait que vous avez un encombrement beaucoup plus léger qui ne vous gênera pas pendant votre combat, si jamais vous devez être discret ou rapide. Donc ça ne gênera pas vos tests de compétences ou votre vitesse de déplacement. Et voilà, après, quand on reporte le sac à dos, on reclique dessus et hop, on retransporte tout ça. Voilà comment ça marche pour la gestion de l'équipement. Sauf que, il y a d'autres éléments à savoir. Le premier, c'est que, comme tout le reste, il y a de l'équipement disponible dans les bouquins du Royaume oublié. Le bouquin principal dans lequel aller voir ces choses-là, c'est plutôt le bouquin qui s'appelle Royaume oublié Univers. Qui a un chapitre sur l'équipement, et donc il y a des bricoles. Et il y a notamment deux choses qui sont souvent prises par les joueurs, c'est la ceinture à potions. Je vais la mettre là, même si j'ai pas forcément beaucoup d'argent restant, mais il me semble que c'est abordable. La ceinture à potions qui de base a 6 emplacements, et il existe des versions plus grandes qui ont plus d'emplacements, donc la ceinture à potions, qui je sais plus combien ça pèse, je crois que c'est 0,5, mais il suffira regarder sur le livre en PDF. Donc voilà, imaginons que ça pèse 0,5, il me semble que c'est ça. Donc la ceinture à potions, elle est pas dans mon sac à dos, hein, donc elle, je la laisse comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que si plus tard j'acquiers des potions, comme par exemple une potion de soins légers, imaginons que maître du jeu, du coup on en a trouvé une et que c'est moi qui la prends, les fioles magiques ça pèse rien. Par contre, dans Location, je vais mettre que c'est dans la ceinture à potions. Et du coup, ça met l'alinéa, et donc je peux ranger plusieurs potions dans cette ceinture. Voilà. Un autre élément à avoir en ligne de mire, c'est... enfin, un autre objet, pardon, qui est intéressant, qui est tiré des bouquins, du bouquin Royaume oublié Univers, c'est le trieur à parchemin, qui a une quantité aussi, je crois que de base c'est 12, qui permet du coup, je sais plus quel est son poids, on va dire que c'est 0,5. Et du coup, en fait, ça permet de ranger à l'intérieur des parchemins, comme par exemple un parchemin de sommeil que j'aurais crafté ou fait l'acquisition. Alors les parchemins pèsent rien, hein. Un parchemin d'armure de mage, etc. Et ces parchemins, du coup, je peux dire qu'ils sont dans le trieur. Et voilà, ça les a classés en dessous. Donc voilà comment on gère un équipement. Il nous reste juste une seule chose à faire, c'est que les armes qu'on a achetées, il faut qu'on crée ces armes dans le dernier onglet, tout en bas, là où on avait créé la classe de lanceur de sort. Il faut qu'on crée les armes de manière à pouvoir s'en servir en combat. Donc c'est parti. Juste un petit point, cette case là c'est pour tout ce qui est trésor autre que des pièces, c'est-à-dire les gemmes, les pierres précieuses, tout ça.
pourrez noter ici ce que vous avez en stock. Donc on va dans les actions et on retrouve notre fameuse classe de magicien qu'on avait fait. On est en mode standard, c'est très bien. Et donc on peut ajouter avec ça par exemple, ici, ou avec un clic droit, on peut ajouter des armes. Donc, je vais utiliser ça cette fois-ci, hop, ça crée une ligne. Je vais en créer une deuxième parce que j'ai une dague et une arbalète à créer, donc comme ça j'aurai les deux. Hop, puis je ferme ça, comme ça c'est bon. Donc qu'est-ce que j'ai à créer? On a dit j'ai une arbalète légère, et j'ai une dague. Ok. On va commencer par la dague. La dague, de base, je pensais encore à corps, donc ça c'est icône mêlée. Là, il y a distance, et là, il y a... on s'en fout. Donc mêlée, ça utilise la force de base, donc on voit effectivement que j'ai le droit à une seule attaque. Ça, c'est ce qui permet de faire le jet d'attaque, puisqu'il y a le symbole du petit dé, de couleur blanche, là. Et ça, c'est de 1 à 4 attaques en fonction de la puissance de mon personnage. On a vu que les personnages pouvaient aller jusqu'à 4 attaques en fonction de leur bonus de base à l'attaque. Et moi, du coup, mon jet de dés, c'est 1 des 20 plus 0 en bonus de base d'attaque et moins 1 en force. Donc en gros, je suis pas très doué pour faire des attaques au corps à corps en tant que magicien. Et là, mes dégâts sont vides, donc va falloir y remédier à tout ça là, pour que ça soit mieux. Donc je vais cliquer sur la petite loupe et ça ouvre une page sur l'arme. Et donc là, je peux indiquer des propriétés magiques s'il y en a, ce qui n'est pas le cas. Je peux indiquer la stat de base pour le jet d'attaque, là, ça c'est toute la partie jet d'attaque. Des éventuels bonus, la plage de critique de l'arme, et en dessous c'est la partie dégâts. Donc déjà on a vu qu'une dague, la plage de critique c'était pas 20, c'était 19-20. Donc je mets 19. Sous-entendu, ça va jusqu'à 20 tout le temps. Donc là la plage c'est 19-20 et non pas 20 tout court. J'ai pas de bonus à mettre, etc. Les dégâts, donc les dégâts, pareil, vous voyez, je peux ajouter comme ceci, ou j'aurais pu faire un clic droit pour ajouter un machin. Ah non, ça aurait été un clic. Bon, c'est bien d'avoir fait comme ça du coup. Et ici j'ai mes dés, il faut que je mette le bon dé par rapport au type de dégâts. Donc la dague c'est un D4, c'est celui-ci. Donc du coup je vais glisser ici le dé, et voilà, on a le petit dé qui s'est affiché. De base, c'est le dé plus le bonus de force, plus d'éventuels autres bonus. Et le type de dégâts d'une dague c'est perforant. Alors on est obligé de mettre les noms en anglais par contre. Donc le type de dégâts ça sera piercing. Voilà. Donc là on a créé la dague, très bien. Hop, et on voit effectivement, je fais 1 D4-1 de dégâts de type piercing. Le même fait de mettre les types de dégâts, c'est pour que le logiciel comprenne le mot en anglais et puisse outrepasser la résistance aux dégâts de certaines créatures, comme on en a parlé tout à l'heure. On va faire l'arbalète maintenant. L'arbalète, c'est une attaque à distance, et elle a une portée. L'arbalète, si je reviens sur le site internet et que je reviens dans les armes, donc l'arbalète c'est une arme courante, à distance, et l'arbalète légère qui est ici, elle a une portée de 24 mètres, c'est-à-dire 16 cases. Ok, parfait. Et bien on va mettre 16 cases, puisqu'on a vu qu'on utilisait plutôt les cases, c'était plus simple pour lorsqu'on se faisait les combats avec le plateau de jeu qui est sous forme de cases. Donc 16 cases pour l'arbalète légère en portée de base. Et les munitions, on a dit que c'était 20, puisque le carquois de 20 carreaux. On voit que grâce à ma dextérité de 14, qui me donne un bonus de plus 2, j'ai un D20 plus 2 lorsque je fais une attaque. Là. Si je fais mon attaque, j'ai fait 1, c'est con. Quand on fait 1, c'est un échec automatique. Là où 20 c'est un succès automatique, 1 c'est un échec automatique. Si je refais un G, 3, c'est pas terrible. Allez, j'en fais un autre. 9, bon, admettons, je fais 9. Ce sera peut-être suffisant pour tuer un paysan, enfin pour toucher un paysan lambda. Donc j'ai fait 9 au dé et j'ai un bonus de plus 2 grâce à ma dextérité. Voilà. Donc les dégâts d'une arbalète et les éventuels jets d'attaque. Donc l'arbalète c'est pareil, la plage de critique c'est 19-20. Et au niveau des dégâts, au niveau d'une arme, c'est le D8 pour l'arbalète. Et c'est un dégât piercing également, c'est perforant. Voilà, j'ai créé mon arme qui est une arbalète qui fait un D8 piercing. Voilà, toutes les informations sont là, mais bon, ces deux armes là ne permettent pas, si vous voulez, de voir un petit peu les effets un petit peu plus sympas que peuvent avoir certaines armes dans la construction d'une arme sur cet onglet.
Donc on va partir du principe que un personnage dans le passé lui a offert un superbe bâton fait par un maître artisan, qui est un bâton de très bonne qualité, et qui du coup, les armes de maître, on donne un bonus de +1. Donc on va ajouter une nouvelle arme, qui va être un bâton de maître. Et alors ce que je fais, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les caractères, moi généralement, un bâton, je mets un astérisque. Quand je mets un astérisque, ça veut dire que c'est une arme de maître. Non, pas du tout, pas cet endroit-là. Quand je mets entre parenthèses M comme ceci, c'est une arme de maître, voilà, c'est comme ça que je le codifie. Donc un bâton de maître, qui permet d'attaquer au corps à corps. Qu'est-ce que je vais faire comme élément? Alors c'est pas une propriété magique d'être de maître, mais par contre ça lui donne un bonus au jet d'attaque. Donc du coup dans la case bonus, je vais mettre le bonus au jet d'attaque parce que c'est une arme de maître. Le bâton, il a un facteur de critique qui est uniquement de 20, c'est-à-dire qu'il n'y a que quand on fait 20 qu'on peut potentiellement faire un critique. Donc je le laisse comme ça. Et au niveau des dégâts, eh bien c'est un D6 le bâton. Tac. Et c'est bien de la force, et le critique est bel et bien de x2. Et pour ce qui est du type de dégâts, c'est bludgeoning. J'ai toujours du mal à le prononcer celui-là, bludgeoning. Et voilà, c'est le type de dégâts contendant. Ok, on a créé un bâton qui a donc un jet d'attaque, comme vous pouvez le voir, qui est légèrement meilleur que ma dague, puisque c'est une arme de maître, bah le jet d'attaque est de 1 point meilleur. Par contre, bah, 1 D6-1 bludgeoning, c'est pas terrible. Donc maintenant, ce que je vais faire, histoire de terminer sur les créations d'armes et de vous compreniez un petit peu l'intérêt, c'est que je vais booster la force de mon personnage. Imaginons que je lance un sort de... On s'en fout, mais pour une raison ou pour une autre, je passe à 14 en force. Donc là, du coup, au lieu d'avoir un malus de 1, j'ai un bonus de 2, ce qui est pas du tout pareil. On voit qu'au niveau de mon bâton et de ma dague, ça change tout, parce que de 0 je passe à +3, et de -1 je passe à +2. Et mon jet de dégâts passe à 1d6 plus 2 au lieu de 1d6 moins 1, et 1d4 plus 2 au lieu d'un d4 moins 1. Ça c'est une première chose. Mais je vais créer une nouvelle arme. Je vais créer une épée longue, que j'ai renommée en épée d'arme. Alors je conseille de ne pas mettre les apostrophes parce que le logiciel ne comprend pas les apostrophes et du coup ça tronque les mots. Donc voilà, moi je l'écris avec un espace à la place de l'apostrophe. Donc une épée d'arme, c'est l'épée longue, mais c'est juste que je l'ai renommée avec mes petits traits custom. Donc c'est une arme de corps à corps, très bien. Je vais... et on va dire que c'est une épée d'arme de maître. Voilà. Du coup ce que je vais faire ici, je vais changer les différents éléments. Donc je vais lui mettre un bonus de +1 parce que c'est une arme de maître. Son facteur de critique est de 19-20. Je vais pas prendre une épée d'arme du coup. Hop, je vais revenir en arrière. Je vais prendre une hache d'arme. Voilà. Qui est son nom de base déjà. Donc voilà, je mets pas l'apostrophe. Donc une hache d'arme, c'est une arme de guerre, une bonne hache qui fait bien mal. Là, une hache à simple tranchant, mais bien performante à la guerre. Et donc elle est de maître. Donc ce que je fais, donc je lui mets le bonus de +1 ici pour dire que c'est une arme de maître. Son facteur de critique à la hache, c'est 20 de base, c'est le truc standard. Voilà. Par contre, au niveau des dégâts, vous allez voir des nouveautés. On va créer des dégâts. Et alors là, l'âge d'armes, c'est un D8, son type de dégâts. C'est un type qui est tranchant, donc c'est en anglais c'est slashing. Et son facteur de critique est 2x3. Donc ça veut dire que si jamais je réussis à faire un coup critique, je triplerai mon bonus de force, je triplerai mon jet de dés de dégâts. Donc ça veut dire que je ferai 3d8 plus 3 fois ma force. Alors tout à l'heure, 3 fois ma force à -1, c'était pas terrible. Heureusement, on multiplie pas en négatif, donc c'est-à-dire que je serais resté à -1. Mais pour ce qui est... non, si, je le multiplie parce que c'est 3D différents. Autant pour moi. Donc j'aurais eu -3, voilà, ça aurait été 3D8 -3. Là pour le coup, je suis à 14 en force, donc j'ai un bonus de +2, donc ça veut dire que ça fait 3D8 plus 6 en dégâts. Au lieu de 1D8 plus 2, si j'avais fait un coup normal. Or, ce que je peux faire, vu que c'est une arme à une main, c'est pas une arme légère, l'âge d'arme, c'est une arme à une main, je peux mettre 2 mains dessus, comme on l'a expliqué un peu plus tôt, et du coup, le fait de mettre 2 mains dessus, si je porte pas de bouclier par exemple, je peux du
faut le faire très régulièrement, ben on part du principe qu'effectivement je me bats plus souvent avec les deux mains dessus pour appuyer mes moulinets, la force que je donne, etc. Ben en fait je vais appliquer ici un multiplicateur dans cette case là qui est de 1,5. Lorsque je manie une arme à deux mains, je multiplie mon bonus de force par 1,5. Cela a pour conséquence, je ferme ça, que au lieu d'avoir un D8 plus 2, puisque c'est le bonus de force que j'ai sur ma feuille de personnage, hein, j'ai 14, donc j'ai un D8 plus 2, et bien en fait j'ai un D8 plus 3, puisque 2 multiplié par 1,5 ça fait 3. Donc voilà, le fait de mettre une deuxième main sur l'arme, ça m'aide à faire plus de dégâts. Ça m'aide pas forcément à toucher, l'arme de maître par contre m'aide à toucher, et voilà, ça me permet d'appliquer plus de force sur l'arme. Si jamais j'ai des dons, des boosts magiques, etc. qui me permettent de faire plus de dégâts, je peux le mettre dans les bonus. Par exemple, si j'ai un don qui augmente de 2 les dégâts que je fais avec les haches d'armes, bah, je peux mettre là 2, et du coup ça me fait un D8 plus 5. Voilà. Si j'ai un bonus magique, parce que c'est une arme magique plus 1, bah, je mets un bonus de plus 1 et ça me fait un D8 plus 4. Voilà. Si jamais j'ai un type de dégâts autre que les dégâts slashing, bludgeoning et piercing, je peux rajouter un autre type de dégâts. Par exemple, si c'est une arme magique qui fait des dégâts de feu, en plus de faire des dégâts normaux, bah, je peux rajouter une nouvelle ligne, mettre le dé qu'il faut en question, indiquer que c'est basé sur aucun, en fait, aucun truc. Il n'y a pas de bonus particulier, il n'y a pas de facteur de critique, donc je le laisse comme ça, à 1. Et le type, ça va être Fire, par exemple. Et du coup, là, ça me permet de voir que mon arme a fait 1d8 plus 4 de slashing, plus 1d6 de Fire. Voilà. Si jamais mon arme fait des dégâts de feu, parce que ce serait une arme magique qui a la propriété feu. Et à ce moment-là, j'aurais mis la propriété de feu, ou la propriété feu. Voilà. Ici. Et ça aurait été une arme magique au moins plus 1, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, les armes magiques sont au moins plus 1 jusqu'à plus 5. Mais là, non, c'est une arme de maître, et je veux pas trop vous embrouiller, même si c'est un peu trop tard de dire ça maintenant. C'est une arme de maître sur laquelle je la manie la plupart du temps à deux mains, donc j'ai mis ça en plus. Si je la manie la plupart du temps à une seule main, je l'enlève, cette chose-là. Et si jamais j'ai envie d'être hyper précis, je peux créer une deuxième fois la même arme, et dans l'une d'entre elles, indiquer que je la manie à une main en ne mettant pas le multiplicateur, et dans l'autre en mettant le multiplicateur pour indiquer que je la manie à une main, ce qui fait que le bonus sera différent. J'ai oublié d'enlever le bonus magique. Le bonus sera différent. Voilà, là j'ai mis que je la manie à une main, du coup j'ai les mêmes dégâts à plus 2 que les autres armes. Enfin, à savoir qu'il existe donc des armes qui ont plusieurs types de dégâts, comme par exemple l'épée d'arme, ou l'épée courte. Je vais prendre une épée courte, tiens. Bon, je vais prendre l'épée d'arme. Je suis sûr de ce que je dis. L'épée d'arme, si jamais je la crée, pour les dégâts, c'est aussi un D8. Voilà, machin. C'est 19-20 pour les épées d'armes. Et ici, elle est à la fois piercing et slashing. Enfin, à la fois. Elle peut faire l'un ou l'autre. Et le fait de mettre les deux, on voit un D8 plus 2 piercing slashing, ça veut dire que si jamais il y a une résistance qui a besoin d'être passée, et bien le fait d'avoir mis piercing, virgule espace slashing, virgule espace bludgeoning si vous avez une arme qui fait les trois en même temps, à ce moment-là ça permet de passer la résistance à l'ennemi en faisant une attaque du bon type. Soit un coup d'estoc, un coup de taille, ou d'écraser la personne avec une arme contendante, qui peut faire du contendant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les armes, comment les créer. Donc là j'en ai créé beaucoup plus que nécessaire. Et je vais terminer en indiquant que la dague, c'est une arme qu'on a vu qui avait un facteur de portée, donc vous pouvez la jeter. Donc si jamais je voulais être vraiment parfait, je créerais une deuxième dague, en type d'attaque, et je la mettrais elle en attaque à distance. Et j'indiquerais que sa portée est de 2 cases. Les munitions, j'ai pas besoin vraiment de les prendre en ligne de compte, si j'ai qu'une seule dague, mais si je suis un roublard avec 5 dagues, je peux mettre 5. Et comme ça, je sais à tout moment pendant un combat combien de dagues il me reste sur moi. Du coup, je recrée les mêmes caractéristiques de ma dague, de manière à ce qu'elle fasse les mêmes choses. Voilà, tac tac.
piercing. Et quand on projette une arme de G, on a la possibilité d'ajouter son bonus de force à une arme de G. Ce qui n'est pas le cas pour un trait, c'est-à-dire les flèches et les carreaux. Et avec une exception que j'ai faite, c'est les billes de fronde. Je considère que les billes de fronde, on ne peut pas appliquer son bonus de force, contrairement à la règle de base. Voilà, sinon je trouve ça un peu pété. Tous les guerriers qui ont 20 en force vont se balader avec une fronde. Voilà, avoir un groupe d'aventuriers de tirer la fronde, je trouve pas ça terrible personnellement. Et pour avoir vu des vidéos sur comment manier une fronde, comment ça se passe, c'est vraiment toute une affaire de dextérité, de mouliner, et c'est pas parce que on force plus fort qu'on va faire plus de dégâts. Alors on va faire peut-être plus de dégâts à 3 mètres de distance au moment où on va le projeter, mais si jamais on le projette moins fort, bah finalement, en fait, c'est parce... Comment dire ? C'est pas forcément par la force, c'est-à-dire que si on n'a pas utilisé assez de force pour projeter, bah finalement la pierre va partir, ou la bille va pas partir dans une trajectoire balistique suffisante, elle va être beaucoup plus en dôme, et donc du coup elle fera moins de dégâts. Donc en gros c'est pas que la force qui permet de faire plus de dégâts avec un projectile tiré par une fronde. C'est vraiment l'habileté générale, le mouvement, le moment où on relâche, et du coup la trajectoire balistique qu'on donne plus ou moins forte au projectile en fonction de la distance à atteindre. Donc voilà, j'estime qu'à part à bout portant, la force est négligeable. Voilà, c'est mon interprétation de la chose. Et parce que j'ai pas envie d'avoir une équipe de tirer la fronde x4 ou 5 qui tue des dragons, des géants et je ne sais quoi avec 5 frondes. Voilà, c'est... Voilà. Mais voilà, j'ai créé ma dague, et donc effectivement bah, j'ai une dague avec le jet d'attaque de corps à corps, et j'ai une dague avec le jet d'attaque à distance. Alors là c'est con parce que c'est exactement le même, mais imaginons que j'ai plus de dextérité, comme par exemple 16. Voilà, là, si je fais un jet d'attaque au corps à corps c'est un bonus de plus 2, si je fais un jet d'attaque à distance c'est un bonus de plus 3. Et à chaque fois que je fais un tir à distance, je coche en fonction de ce que j'ai lancé. Et après il y a un jet qui permettra de savoir si pour les munitions, pas les armes, mais si pour les munitions elles sont perdues ou elles seront retrouvées à la fin du combat. Retrouvées et réutilisables surtout. Voilà, vous avez ici tout ce qu'on pouvait, je pense, dire sur les armes en termes d'action. Donc nous, bah, on n'a pas le bâton. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai créé une nouvelle classe sans faire exprès. Tac. Donc nous, on n'a pas le bâton. On n'a pas l'épée. On n'a pas la hache. Voilà, donc ça c'est ce qu'on aurait. Si on fait les choses bien, on a la dague dans les deux modes et on a l'arbalète légère. Et voilà. Et la classe de magicien qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Donc voilà, cette vidéo sur l'équipement est terminée. Elle est, je pense, assez longue déjà, bien suffisamment. Donc, à noter par contre que, en tant que magicien, j'ai l'impératif d'acheter un grimoire et une sacoche de composantes, qui me permet d'avoir les ingrédients pour lancer la plupart des sorts, parce que la plupart des sorts de magicien nécessitent des composantes, là où pour l'ensorceleur ce n'est pas le cas. Dans 99% des cas. Voilà, donc j'avais des objets impératifs à acheter, et donc normalement avec l'or qui me reste, j'ai assez pour m'acheter mon grimoire et ma sacoche de composantes. Par contre, bah, pour le coup, je pourrais pas m'acheter de parchemin magique parce que ça me coûtera trop cher. Donc j'ai ajouté des choses ici pour vous faire la démonstration, mais ça aurait coûté beaucoup trop cher. La potion ça coûte 50, les parchemins ça coûte 25, donc pièces d'or. Hein. Donc du coup voilà, c'était vraiment pour faire la démo. J'espère que c'était assez clair. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis à la prochaine vidéo. Ciao.